Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, industrie créative et culturelle et nouveau code général des impôts. Nous dresserons le bilan première partie sur la santé des industries créatives et culturelles quasiment à l'arrêt depuis plusieurs mois maintenant à cause bien sûr de la crise Covid-19 et ce en compagnie de la présidente de la fédération, les représentant ces industries. Là au patronat, Neila Tazi qui commentera également le tout récent contrat programme issu du comité de veille économique en faveur du soutien des acteurs de la culture et de la création. Ensuite, il sera question de fiscalité. Un nouveau code général des impôts a été mis en ligne. Quels sont les changements majeurs prévus dans le cadre de cette version 2021? Est-il en ligne avec les recommandations des assises de la fiscalité de l'année dernière et comment la conjoncture actuelle pourrait impacter la fiscalité? Élément de réponse avec le fiscaliste Mohamed Rach. Ce sera en deuxième partie. Bienvenue à tous. Et en marge de la 11e réunion du comité de veille économique la semaine dernière, 5 contrats programmes ont été signés, c'était à Rabat. Ces derniers concernent la relance de plusieurs secteurs impactés par la Covid-19, notamment les industries culturelles et créatives. Je vous laisse avec ce papier signé à Lamnani. Le comité de veille économique annonce des mesures pour la culture. Une bonne nouvelle pour les acteurs de ce secteur accablés par la pandémie. Les activités concernées par ce contrat programme incluent les activités relatives au spectacle vivant, la distribution de films cinématographiques et programmes de télévision, l'édition de livres et l'enseignement culturel entre autres. Dans le cadre de ce contrat, l'État s'engage à octroyer une indemnité mensuelle forfaitaire de 2000 dirhams à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au 31 mars 2021. Sont concernés les salariés et stagiaires sous contrat d'insertion déclarés à la CNSS au mois de février 2020 et ceux sous contrat d'insertion qui étaient en arrêt de travail et relevant des employeurs en difficulté alliés à la CNSS. Pour rappel, en mai dernier, le ministère de la Culture avait débloqué 13,3 millions de dirhams en faveur des acteurs de la culture. Sur ce montant, 7,7 millions de dirhams sous forme de subventions au profit de 124 organisations culturelles au titre de l'année 2019. Pour le secteur du livre, 5,6 millions de dirhams sont répartis entre 721 professionnels du secteur, dont certains attendaient une résolution depuis 2016. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Neila Tazi, présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives de la CGEM et également représentant du patronat à la Chambre des conseillers. Bonsoir Neila Tazi. Bonsoir Khadija et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors, bonne nouvelle en ces débuts d'année, ces mesures que l'on vient de suivre, n'est-ce pas, du comité de veille économique, est-ce une bonne nouvelle selon vous pour les acteurs de la culture et des industries créatives de manière plus globale? Écoutez, le secteur accueille forcément positivement l'annonce de ce contrat programme et sa rapide mise en œuvre, en tout cas on l'espère, parce que ça fait 11 mois que le secteur des industries créatives et culturelles est arrêté. Donc 11 mois, c'est pratiquement une année blanche et avec les difficultés que cela comporte, à savoir absolument aucune recette, aucune facturation, aucune entrée d'argent, avec des salaires évidemment qu'il faut préserver, des collaborateurs dont il faut s'occuper et qu'il faut continuer de payer. Et puis aussi, il faut le dire, souvent, parfois, souvent même la fragilité l'hésitation, pardon, de la part de, de, des financiers qui considèrent que c'est un secteur fragile, un secteur à risque, et à tort, parce que ce secteur est très important. Évidemment, on ne sait pas quand est-ce que nous pourrons amorcer la relance, parce que nous attendons d'avoir de la visibilité sur l'évolution de la situation sanitaire et la campagne de vaccination, à laquelle évidemment la reprise est intimement liée. Mais voilà, donc c'est un secteur qui doit être considéré à sa juste valeur, qui aurait dû être soutenu dès le départ, dès le moment où on a interdit les événements et les manifestations culturelles. Mais nous accueillons néanmoins le fait que nous avons aujourd'hui ce contrat programme au même titre que d'autres secteurs et nous sommes vraiment, je dirais, satisfaits qu'on parle enfin d'industrie culturelle et créative, de l'importance de ce secteur et de la nécessité d'apporter des réformes importantes.
je voudrais m'arrêter sur la visibilité, Naila Tazi. Alors, bien sûr, la tutelle a présenté une stratégie. Est-ce que vous pensez que, hors cette solution de digitalisation telle que présentée par le ministre sur une vidéo en ligne où il présente un peu la stratégie de son ministère pour la culture, entre autres, parce que le ministère, bien sûr, ne comporte pas que le volet culturel, il y a aussi les sports. Bon, bref. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, hors digitalisation, on dispose réellement d'une vision de relance, mais aussi d'accompagnement, hors bien sûr aussi ces mesures de comité de veille économique? Est-ce qu'on a une vision aujourd'hui claire? Alors, nous n'avons pas de vision claire. Nous n'en avons, je dirais, j'oserais même dire que nous n'en avons jamais eu. Parce que la culture a été systématiquement le département, le secteur le moins doté, et puis aussi le secteur qui fait l'objet probablement du moins d'intention de la part des décideurs sur le plan politique essentiellement. Et ce qui même illustre cela, c'est qu'il faut dire qu'en 2 ans, nous avons eu 3 ministres qui se sont succédés. Donc il est difficile d'asseoir une stratégie, une vision lorsqu'on a des changements aussi fréquents à la tête d'un département ministériel. Néanmoins, il y a eu énormément d'études, de recommandations, de propositions de la part d'acteurs associatifs, d'acteurs professionnels, de d'institutions également, la plus importante étant celle qui a été réalisée, l'étude qui a été réalisée par le Conseil économique, social et environnemental en 2016, qui émet des recommandations importantes concernant le secteur de la culture et l'importance qu'il faut lui accorder et les réformes qu'il faut apporter pour le réformer sur le plan législatif, sur le plan fiscal, sur le plan de la formation professionnelle, sur le plan de la lutte contre le piratage, les droits d'auteur, ce qui est lié bien sûr au législatif, la dynamique dans les régions. Donc tout cela, c'est très important aujourd'hui à prendre en considération, mais je pense aussi que l'actuel ministre, Othman Firdaus, qui est arrivé, qui a été nommé au début de cette crise et qui fait un constat, comme beaucoup de Marocains, sur la précarité de ce secteur et des acteurs qui le composent, a compris aujourd'hui qu'il faut non seulement une étude sérieuse, mais il faut aussi agréger tout un ensemble d'informations, il faut également les hiérarchiser, il faut les organiser, il faut probablement former même au sein du ministère dans lequel il faut des montées en compétences pour affronter les enjeux de ce grand ministère, je le rappelle, qui depuis moins de 2 ans est devenu un ministère de la culture, de la jeunesse et des sports. C'est un projet ambitieux, lier la culture, le sport et la jeunesse. C'est audacieux, il faut relever le pari parce que c'est pas une mince affaire de pouvoir piloter l'ensemble de ces secteurs, mais c'est Très bien. aussi euh, Naïla Tazi, non, je me permets de vous interrompre si vous le permettez. Euh, cette étude qui a été faite, ce constat, ce bilan du comité ou du Conseil économique, social et environnemental qui date de quelques années, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'il a été pris en compte. Alors pourquoi diligenter ou commencer une autre étude au niveau du ministère, une étude, rappelons-le, qui coûte de l'argent, et pour justement asseoir une nouvelle, j'ai envie de dire une énième stratégie pour ce département? Pourquoi, si nous avons déjà des études qui ont été faites, des études sérieuses. Bien sûr, le CESE est connu pour le sérieux de ses études. Et il y a eu aussi les assises qui ont été tenues l'année dernière, qui sont sorties avec un bon nombre de recommandations qui tout simplement viennent des acteurs même, n'est-ce pas, culturels et des industries créatives. Alors pourquoi encore une nouvelle étude? Écoutez, nous avons proposé au ministère en 2019 d'organiser les premières assises des industries créatives et culturelles. Je le précise, ce ne sont pas des assises de la culture, mais des assises des industries créatives et culturelles, dont l'objectif est de travailler et d'œuvrer à construire une économie de la culture. C'est d'ailleurs le nom le titre du rapport du Conseil économique, social et environnemental, qui, je le rappelle, est une institution qui est là pour faire des recommandations en matière de politique publique. Donc nous travaillons pour essayer de donner du sens et de la continuité au travail de nos différentes institutions et organisations. Cette étude, elle a été probablement décidée par le ministre parce qu'il a jugé qu'il devait
faire un travail, d'abord extrêmement, je dirais inclusif, qui était d'ailleurs dans les recommandations de nos premières assises des industries culturelles et créatives. Associer l'ensemble des acteurs et aller dans le sens d'une stratégie nationale pour pouvoir après la décliner en stratégie régionale. Le fait de faire appel à des compétences extérieures est probablement dû au délai que cela va nécessiter, au fait qu'il faut s'adjoindre des compétences extérieures qui peut-être ne sont pas présentes au sein du ministère et que, évidemment, des acteurs associatifs ne peuvent pas mener à titre bénévole sur une si longue période et intensité de travail. Donc, je vous invite aussi à poser la question au ministre qui vous répondra peut-être probablement beaucoup plus clairement que moi sur l'objet de cette option-là, de faire appel Oui. à un cabinet extérieur. Mais quoi qu'il Mhm. en soit, nous attendons les résultats de cette étude à laquelle, évidemment, les opérateurs seront associés parce qu'il faut aujourd'hui disposer de données. Nous savons que la culture apporte beaucoup au PIB d'un pays. Je vais vous donner un exemple, Khadija. En France, le PIB des industries créatives et culturelles est de 100 milliards de dollars dans le PIB français. C'est l'équivalent du PIB marocain. Donc nous devons aujourd'hui prendre conscience de ce que ces secteurs-là, la jeunesse, la culture, le sport, la jeunesse, apportent sur le plan économique et à la fois sur le plan immatériel en matière de cohésion sociale, de dynamisation et des jeunes, leur donner confiance en soi, susciter des vocations et Mhm. aussi leur offrir des opportunités d'emploi, de la formation professionnelle, ce qui nous fait largement défaut. Donc il faut essayer de donner une cohésion et du sens à tout cela. Mais Et il c'est faut de l'argent probablement pour aussi cela pour que tout le cela. ministre Oui, si je vous ai posé Oui, cette alors là, question, parce que vous avez vous-même interpellé, Monsieur le ministre, il y a quelques mois au Parlement par rapport à ce budget alloué plutôt à la culture. Bon, certainement une petite hausse, mais c'est principalement destiné, vous l'avez interpellé là-dessus, destiné à l'investissement. Alors aujourd'hui, l'essentiel de ce budget va vers l'investissement. Or, il y a des urgences, comme vous le disiez si bien. Et aujourd'hui, la conjoncture permet-elle finalement de penser à investir plus que à soutenir et à mettre en place un réel dispositif, un plan Marshall pour sauver ces acteurs des industries créatives. tout à fait. En tant que parlementaire, je l'ai interpellé parce que j'ai considéré, au même titre que tous les professionnels du secteur, que d'abord les subventions ont beaucoup tardé à venir, ensuite que le contrat programme aussi en lui-même a tardé à venir, mais aujourd'hui, il faut cesser d'investir juste pour investir et construire des infrastructures. Nous avons beaucoup d'infrastructures qui ne servent à rien, elles sont fermées tout simplement parce qu'il n'y a pas les ressources humaines pour les administrer, il n'y a pas les moyens pour les programmer. Donc, il faut en finir avec ce type de politique publique. Il faut absolument qu'il y ait de la vision, qu'il y ait de l'ambition, qu'il y ait de la cohérence et de la cohésion avec les autres départements ministériels. Et puis, il faut des moyens. Il faut clairement des moyens. Et cela, il faut que l'ensemble des responsables politiques s'en rendent compte, à la fois les responsables au niveau gouvernemental et aussi au niveau régional et local. Merci beaucoup Neila Tazi, présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives à la CGEM, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci, Khadija. Et nous passons à présent à la seconde partie de questions écho. Et sur un plan beaucoup plus macroéconomique, la Direction générale des impôts vient de publier la nouvelle édition du Code général des impôts, le CGI. Ce dernier met à jour celui de 2020. Il comprend notamment les modifications prévues par la loi de finances 2021. Les détails avec Alab Nali. La nouvelle édition du nouveau Code général des impôts est désormais disponible en ligne. Ce document important est divisé en 3 livres. Le premier regroupe les règles d'assiette, de recouvrement et des sanctions en matière d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le revenu, de taxes sur la valeur ajoutée et de droits d'enregistrement. Quant au livre 2, il se rapporte aux procédures fiscales et regroupe les règles de contrôle et de contentieux des impôts précités. Le troisième livre, enfin, se penche sur les autres droits et taxes, à savoir les droits de timbre,
voitures, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même et la taxe sur les contrats d'assurance. Rappelant que parmi les grands changements que va connaître ce nouveau Code général des impôts, il y a l'exonération de l'IR pendant 36 mois pour les jeunes recrues ayant un contrat à durée indéterminée, l'exonération en matière de droit d'enregistrement à 100% pour l'acquisition du logement social ou encore l'institution d'une contribution professionnelle unique intégrant l'IR, la taxe professionnelle et les cotisations sociales destinées aux contribuables exerçant des activités à faible revenu et leur permettant de s'acquitter d'un seul impôt. Et pour commenter ce nouveau Code général des impôts, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Mohamed Rach, fiscaliste. Bonsoir, professeur Rach. Bonsoir, madame. Donc, on vient de l'entendre, quelques changements sont à retenir, mais pour vous, en tant que fiscaliste, quels sont les changements vraiment importants, majeurs, compte tenu de la conjoncture actuelle? Oui, il y a des changements majeurs qui ont tenu de l'actualité et de la conjoncture. Je pense essentiellement à un certain nombre de mesures sous forme d'exonération accordées en matière de logement. C'est une bouée d'oxygène pour le secteur de la promotion immobilière parce que tout simplement, pour encourager l'acquisition des biens immobiliers par les ménages, on a prévu tout simplement une exonération totale lorsque l'acquisition porte sur un logement social. Sinon, il y a une réduction de 50%, c'est-à-dire au lieu de payer 4%, on va payer uniquement 2% si jamais il s'agit d'une habitation principale ou bien tout simplement l'acquisition d'un terrain destiné à être construit pour une habitation principale. On va payer 2%. Donc, ce sont des mesures qui sont conjoncturelles, imposées par les conséquences du coronavirus. C'est à la fois pour donner de l'aide au secteur immobilier, mais également pour aider les ménages à accéder à la propriété. Vous avez une deuxième mesure qui est également imposée par la conjoncture, c'est la contribution sociale de solidarité qui a été décidée dans le cadre du projet de loi de finances 2021. C'est suite tout simplement au discours de Sa Majesté qui avait demandé tout simplement à ce que la couverture sociale soit élargie à l'ensemble de la population. Et pour financer cette couverture sociale, et bien sûr, on a pensé à des moyens de financement et pour le moment, ce sont des moyens fiscaux qui ont été proposés et introduits dans le cadre de la loi de finances 2021, en ce sens que les sociétés sont invitées à verser, en plus de l'impôt sur les sociétés, une contribution sociale. Elle est égale tout simplement à 1,5 sur le bénéfice net, si le bénéfice est compris entre 1 million et 5 millions de dirhams, à 2,5 si le bénéfice net est compris entre 5 millions et 1 dirham jusqu'à 40 millions de dirhams. Et enfin, pour les sociétés, à 3,5 si le bénéfice net est supérieur à 40 millions. S'agissant des personnes physiques, la contribution sociale sera égale tout simplement à 1,5% si le revenu net global du contribuable est égal ou bien supérieur à 240 000 dirhams. Ce sont des mesures qui sont tout simplement décidées dans le cadre de la loi de finances 2021 et qui répondent tout simplement à une pression imposée par la conjoncture. Vous pensez que plusieurs de ces recommandations, les recommandations des assises de la fiscalité, ont été retenues pour ce nouveau Code général des impôts ou il reste encore beaucoup à faire? Il reste beaucoup à faire. Moi, je retrouve à travers la lecture des différentes dispositions de la loi de finances 2021 deux mesures qui remontent aux recommandations des assises fiscales SRELAT. La première porte sur la contribution professionnelle unifiée. Donc, elle a été introduite et d'une façon cette fois-ci définitive dans le Code général des impôts. C'est dans un but de simplification, mais également, c'est dans un but également pragmatique, mais également social. Ces petits contributeurs en matière d'impôt sur le revenu, les petits commerçants, des petits industriels et des petits prestataires de services qui, par le passé, payaient plusieurs impôts, à savoir la taxe professionnelle, l'ancienne patente, la taxe des services communaux, plus un impôt forfaitaire. La nouveauté cette fois-ci, c'est en plus de ces trois impôts qui vont disparaître devant un nouvel impôt qui s'appelle la contribution professionnelle unifiée, ils vont bénéficier d'une couverture sociale.
Et je pense, à partir de cette proposition sous forme de contribution professionnelle unifiée, il serait en mesure d'amadouer ou bien d'inviter les personnes qui travaillent dans le secteur informel à venir renforcer le secteur formel en optant cette fois-ci pour l'imposition. Là, c'est une mesure qui a été recommandée par les assises fiscales Srerat. Deuxième mesure que j'ai retrouvée dans le Code général des impôts de l'année 2021, c'est celle en relation avec les factures. Parce que vous avez énormément de fausses factures. On ne peut pas lutter contre l'informel, on ne peut pas lutter contre la fraude et l'évasion fiscale s'il n'y a pas des pièces justificatives, à savoir les factures. Et cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses. L'administration fiscale, à travers une nouvelle disposition, est amenée à refuser un ensemble de factures qui n'ont pas respecté un ensemble d'obligations sous forme de déclaration et de paiement. Et l'administration fiscale va même trop loin. Elle va proposer à travers un site dédié à cette opération, c'est-à-dire tout simplement, on va communiquer aux sociétés les noms et la liste des sociétés qui ne respectent pas les dispositions légales concernant, bien sûr, les factures. Là, ce sont deux dispositions qui ont été déjà prévues par les assises fiscales Srerat et qui ont bien sûr retrouvé une petite place quelque part dans le cadre du code. Mais pour le reste, on attend toujours, bien sûr, les fameuses recommandations et qui ont été bien sûr acceptées et retenues par le gouvernement au nom du ministre des Finances et qui n'arrivent pas à avancer ni à percer. Et la même chose également pour le fameux Code général des impôts. Et là, je rends hommage à l'administration fiscale pour cette rapidité et la diligence avec laquelle elle a traité les dispositions fiscales, bien sûr introduites dans le cadre de la loi de finances 2021, à travers la publication version électronique du Code général des impôts, à la fois la version en langue arabe et la version en langue française. Donc, mais on attend toujours la revente du Code général des impôts, parce que n'oubliez pas que l'administration fiscale avait mis en place une petite commission technique pour traiter, discuter et faire des propositions concernant un ensemble de clarifications, rien qu'au niveau du formalisme. Et ce projet de revente devait être présenté devant le Parlement au printemps 2019 pour être adopté par le Parlement au même moment, ou bien concomitamment, avec la tenue des assises fiscales Srerat. Donc on attend toujours la revente du Code général des impôts, on attend toujours certaines mesures proposées et retenues par l'État marocain dans le cadre de la future réforme fiscale, espérant cette fois-ci qu'avec le futur modèle de développement dont on attend toujours sa présentation officielle à Sa Majesté le Roi, que la réforme fiscale trouverait quelque part une place dans le futur modèle de développement économique et social du pays. Professeur Mohamed Raj, est-ce que vous pensez que justement sur ce volet de la fiscalité, eh bien, la crise Covid-19 a finalement fait accélérer certains processus? Pensez-vous que toujours dans le même cadre, il y ait d'autres enseignements de cette crise Covid-19 en termes de fiscalité? Et j'évoque là aussi, c'est toutes les amnisties qui ont été annoncées et bien sûr, rappelons-le, qui ont pris fin à la fin 2020. Est-ce que vous pensez que finalement, il y a des enseignements sur ce volet fiscal à retenir? Oui, personnellement, il y a beaucoup d'enseignements. On a constaté et on a enregistré une perte très sensible de recettes fiscales. Parce que n'oubliez pas que le Maroc n'est pas un pays riche, n'est pas propriétaire de quelques richesses comme certains pays, à savoir les pays de production de pétrole qui disposent de véritables rentes fiscales. Au Maroc, c'est la caisse des sociétés, c'est la poche des consommateurs. La fiscalité a été influencée, bien sûr, négativement par coronavirus, mais en même temps, ça a permis à l'État de faire face à un ensemble de risques en prenant le risque de prendre un certain nombre de mesures. Et entre autres, vous avez bien sûr les mesures décidées dans le cadre des différentes amnisties fiscales et qui ont permis à l'État de drainer plusieurs ressources. D'après les dernières informations, vous avez autour de presque 3 milliards de dirhams de recettes supplémentaires générées par les différentes amnisties. Et vous avez même une nouvelle mesure qui a été décidée dans le cadre de la loi de finances 2021 et qui sera accordée sous forme d'amnistie au sujet, bien sûr, des pénalités, des majorations des amendes, à la fois des impôts de l'État, mais également des impôts locaux. Donc, on a retenu des enseignements, mais le principal enseignement à retenir, si j'étais quelque part responsable, j'aurais décidé,
sans hésiter une seconde, à lancer le projet de réforme fiscale parce qu'il faut profiter de la crise, il faut profiter du consensus dégagé autour des moyens de lutte contre la pandémie. Et parmi les moyens de lutte contre la pandémie et ses conséquences de la pandémie, c'est de revoir le système de collecte des recettes, le système d'imposition pour permettre à l'État de disposer de nouvelles ressources fiscales. Et si vous avez suivi l'actualité, le dernier rapport qui a été publié par la Banque du Maroc, qui avait parlé à travers un article ou à travers une étude que l'État peut mobiliser davantage de ressources fiscales. C'est l'équivalent de 6,1% de collecte à effectuer en plus de ce que actuellement l'administration fiscale collecte comme impôt. Donc on a des marges de manœuvre très importantes. Il faut utiliser ce potentiel fiscal pour drainer, collecter plus de ressources pour faire face, bien sûr, à ces conséquences, mais également pour faire face à la relance du plan, le plan de relance économique du pays. Merci beaucoup. Merci, professeur Mohamed Darrache, fiscaliste et enseignant à l'ISCAE, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Gentil, madame. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.